Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Team. Oui, c'est la reprise, donc on sera ensemble jusqu'à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. Mais avant, regardons le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Football ivoirien, la SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? On en parle en actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Allez, la question LGT qui nous accompagnera pendant cette émission. Football ivoirien, la SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Bon, bien sûr, on fera le bilan par rapport au match de la SEC Mimosa ce samedi. Bon, un samedi noir, la SEC Mimosa éliminée au quart de finale de la Ligue des champions CAF. Donc, on en parlera dans cette émission. Pour participer, bien sûr, appelez-nous au 27 21 59 93 99 et aussi en deuxième partie de l'actu, on pourra bien sûr parler de l'Africa Sport. Bon, voilà, je serai accompagnée ce soir de coach Kone Yaya. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et toi? Bon, un petit souci au cou, mais bon, ça va aller. Je pense que je vais tenir jusqu'à la fin de l'émission. Okay. Allez, coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui. Ça va bien? Dites-moi Yako pour le coup. Ah ben écoute, je sais que tu es une grande, tu vas tenir le coup. Bon, bien sûr. Maintenant, ce que je ne sais pas si je pourrais bien regarder ce soir, je bloque un peu le coup. En cache. Clément, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, Clément? Ouais, ça va super bien, même si le bonsoir, c'est en caché, regardez. En caché, regardez, franchement, mais ça va aller. Oui, JP. On va se contenter de votre profil. Ça sera un portrait égyptien au temps des pharaons. Mais bon, on va faire avec. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir. On va faire avec, on va tenir. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et bien sûr, pour cela, on brave le mal de cou. Allez, c'est parti avec LGT News. On y va. LGT News. Du taekwondo pour commencer les news de la semaine. Open d'Espagne, Cissé en bronze, Lorraine Kimi en or. Cissé Sheikh Salah, Lorraine Kimi et d'autres athlètes ivoiriens ont pris part à l'Open d'Espagne disputé le week-end dernier. Le champion olympique Cissé Sheikh Salah, déjà qualifié pour le rendez-vous de Paris 2024, profitait de cette compétition sur le sol espagnol pour affûter ses armes. Au terme des combats qu'il a livrés, Cissé s'est finalement contenté de la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 87 kg. Mais disons-le, Cissé a été victime d'un arbitrage scandaleux en demi-finale lors de son combat face à l'Espagnol Andrew Pérez. Pour sa part, Kimi Lorraine Ossa, chez les juniors de plus de 68 kg, est montée sur la plus haute marche du podium. Tout comme elle, Lattie Lawson s'est parée d'or lors du Masters. Rappelons que la Côte d'Ivoire était présente à cet Open d'Espagne avec 7 tireurs et termine ce tournoi avec au total 2 médailles en or et 1 de bronze. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On commence le débrief des news. Bon, le feuilleton au Cameroun, finalement, le sélectionneur Marc Brice est arrivé. Il est arrivé ce 7 avril. Il était normalement attendu pour le 12 avril, mais il est arrivé plus tôt, n'est-ce pas, Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'il voilà, il a conscience de ce qui se passe au Cameroun actuellement. Donc, il a préféré mettre les pieds rapidement sur le sol camerounais. Après, je pense que la grosse interrogation est comment est-ce qu'il arrive à être motivé dans ce type de climat quand on sait qu'il y a conflit entre le président de l'Africa Foot qui est Samuel Eto'o et puis le ministère. Voilà, donc je pense que dans ses propos, il parle d'un recrutement qui est très très professionnel alors que quand on sait qu'il y a conflit entre ministère et président de la fédération, on ne peut plus parler d'un recrutement qui est très très professionnel parce qu'il faut d'abord ou encore également l'accord du président de la fédération pour pouvoir valider la signature du nouveau sélectionneur. Donc je pense qu'il y a quand même un gros brouhaha qui se dessine au niveau de la Fédération camerounaise de football et du ministère également. Attention au football camerounais parce qu'on peut se retrouver sous tutelle également. Voilà, parce qu'en termes d'ingérence entre la politique et puis le football, c'est ce que ne concerne pas la Fédération internationale de football qui est la FIFA. Donc on va surveiller de près ce feuilleton-là qui vient de démarrer. Samuel Eto'o a sorti l'argument de funérailles de son père, raison pour laquelle il n'était pas présent à la présentation du nouveau coach du sélectionneur
sélectionneur belge Marc Brice. Voilà, est-ce que c'est un argument solide? On va attendre de voir. Le sélectionneur, lui, il veut réellement rencontrer Samuel Eto'o, mais je pense que ça, voilà, c'est pas un climat propice pour un sélectionneur. Voilà, on a des coachs ici sur le plateau qui peuvent en témoigner. Quand le président de la fédération ne s'entend pas avec le ministère, je pense que ça va pas procurer un calme à un sélectionneur qui veut travailler longtemps. En tout cas, c'est vraiment compliqué, hein, ce bras de fer, justement, entre le président de la FECAFOOT et le ministre du Sport. Mais bon, Samuel Eto'o, justement, qui a évoqué son emploi du temps très chargé par rapport à l'organisation des obsèques de son père décédé il y a 1 an de cela. Donc, coach Alain, il était absent, il n'était pas présent. Oui, Samuel Eto'o était absent. Comme tu l'as si bien dit, Marie-Christine, il a évoqué les funérailles de son père. Mais nous savons tous, voilà, cet épisode-là, nous savons tous que Samuel Eto'o n'est pas du tout d'avis avec voilà, le ministère des Sports, qui a voilà, décidé tout seul donc voilà, d'amener ses sélectionneurs. Ouais. Moi, je pense que Marc Brice, franchement, pour ma part, c'est quand même assez paradoxal que dans ce tambroglio-là, dans ce cafouillage-là, qu'il accepte quand même de venir sur le sol camerounais. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre l'attitude de ces sélectionneurs. Mais ce qui est sûr, Marie-Christine, c'est sûr que voilà, ça va aller dans tous les sens. Ça sent déjà la crise au niveau de la FECAFOOT. Et déjà, je sais que la FIFA risque de se mêler dans ce débat-là. Et c'est sûr que ça va pas être une bonne chose pour le football camerounais. Ah, vous l'avez dit, un coach Kone Yaya, ce n'est pas du tout une bonne chose. Je ne pense pas que cela sera aussi du goût de la CAF aussi. Non, mais ça ne sera pas du goût de la CAF parce que la FIFA même a produit un communiqué il y a quelques jours de cela où il y a le nom de Marc Brice qui est ressorti pour dire qu'il n'a pas le sésame adéquat. Ça veut dire qu'il n'a pas le diplôme adéquat pour entraîner une sélection nationale. Donc déjà, il y a un hic. Donc ça veut dire que le ministère lui-même, le ministre lui-même qui allait chercher l'entraîneur n'a pas vraiment mené toutes ces enquêtes qu'il faut. Parce que pour prendre un sélectionneur aujourd'hui, il y a une liste des sélectionneurs dans toutes les fédérations qui existent. Quels sont ceux qui ont les diplômes acquis? Est-ce qu'ils sont habilités à entraîner une sélection? Je pense que quand tu as tous ces renseignements et puis maintenant tu fais tes choix. Mais je pense que quand il y a un communiqué sort comme ça de la FIFA, ça veut déjà dire que ce sélectionneur-là, il n'est pas le bienvenu au Cameroun. Surtout que Eto'o, en personne très polie et puis très intelligent, qui manque un refus catégorique, un refus intelligent, parce qu'il dit... un refus intelligent. Ouais, un refus intelligent, parce qu'il dit qu'il va pour organiser les obsèques de son père. Tout le monde sait que son père est décédé il y a 1 an de cela. Ben, il n'a pas envie de voir ce sélectionneur, il n'a pas envie de rentrer dans ce que organise le ministère. Donc, en personne très posée, très intelligente, avec des très bons conseillers autour de lui. Donc, il faut mettre les obsèques du père en avant. Et puis, bon, là, le sélectionneur, tu arrives, tu veux le croiser. Mais le gars, il te dit ouvertement qu'il organise les obsèques de son père. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de te rencontrer. Donc, je pense que moi, ça aurait été à ma place. Quand il y a un climat comme ça, pour une personne qui veut aller de loin, un sélectionneur qui veut aller de loin, c'est mieux de ne pas venir. Ça, c'est mon avis personnel. En tout cas, pour l'instant, le sélectionneur Marc Brice est bien présent à Yaoundé, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, il est présent à Yaoundé sans ses bagages. Ça, c'est le premier élément parce qu'on a pu voir sur une image la liste des passagers dont les bagages ne sont pas arrivés à destination. Et il en fait partie. Et il en fait partie. Donc, je pense que cela augure d'un mauvais présage pour lui sans lui porter, je dirais, la poisse. Mais... ce que j'ai constaté dans le courrier réponse de Samuel Eto'o, il y a le fait qu'il ait évoqué les obsèques de son père, mais également le fait qu'il ait dit que le courrier soit arrivé à la FECAFOOT 2 heures avant la présentation du sélectionneur. Et vous avez révélé un point essentiel. Le premier communiqué du ministère annonçait l'arrivée du sélectionneur le 12. Qu'est-ce qui a précipité son arrivée à Yaoundé? Je pense que c'est la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT donnant le pouvoir à Samuel Eto'o de décider du nom du futur sélectionneur sous les 112 heures qui a précipité l'arrivée de Marc Brice pour l'emmener à signer ce contrat. Mais c'est un contrat qui va être signé
entre qui et qui. Ça veut dire un contrat entre le ministère des Sports et Marc Brice. Mais le ministère des Sports n'a aucune autorité à imposer cet entraîneur-là à entrer dans les locaux de la FECAFOOT ou même à se trouver sur l'aire de jeu où seront regroupés les Lions indomptables du Cameroun. Donc, il y a un gros problème que le ministre est en train de commettre. Voilà, je ne sais pas pourquoi il s'arc-boute autant sur le football et sur la sélection A. Il y a plusieurs disciplines au Cameroun. Il peut aller choisir un sélectionneur pour le volley, pour le hand, pour le basket et autres. Mais pourquoi se braquer comme ça contre, je dirais, Samuel Eto'o? Il a donné un argument d'ordre financier, que les propositions de Samuel Eto'o étaient trop onéreuses. Mais oui, si elles sont onéreuses, c'est à vous de dire non, elles sont onéreuses. Faites-nous d'autres propositions. Ce n'est pas à vous d'imposer un homme. Voilà, ce n'est pas vous qui avez été élu par les clubs, ce n'est pas vous qui avez un mandat pour choisir le sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Je suis un peu désolé que ce pays rempli d'intellectuels puisse aujourd'hui faire la une des faits divers à ce niveau. Le Cameroun ne mérite pas du tout ce qui se passe. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que cette scission qu'il y a entre les anciens joueurs, des joueurs emblématiques au niveau du Cameroun, qui auraient dû dire à monsieur le ministre que malgré le fait que peut-être vous avez raison dans le fond au niveau de l'aspect financier, mais dans la forme, vous n'avez aucunement raison d'imposer ces sélectionneurs. On va voir maintenant ce que cela va donner. On attend le prochain regroupement du Cameroun, ce sera en juin prochain. Est-ce que ce sera Marc Brice qui sera sur le banc de l'équipe nationale ou le sélectionneur Samuel Eto'o, d'autant plus que Eto'o n'a pas marqué dans son dernier courrier un refus catégorique également de rencontrer l'entraîneur. Il évoquait deux raisons, le retard sur le courrier et les obsèques de son père. Donc je pense qu'il y aura des ententes peut-être à la longue et on verra si finalement il acceptera le choix de Marc Brice ou pas. De toute façon, on verra la suite de cette affaire. Vous l'avez dit, hein, c'est déplorable quand même pour le Cameroun, qui est une très grande nation du football africain. On marque une petite pause, juste le temps de la pub. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la Grande Team. À tout de suite. Il est l'heure à présent du premier sujet de l'actu de ce soir avec la question LGT, football ivoirien. L'ASEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Pour participer à l'émission, le numéro de la 3, le 27 21 59 93 99. D'ailleurs, le téléphone est ouvert. Voilà, vous pouvez nous appeler pour participer justement à l'émission. Au regard de son élimination par l'Espérance de Tunis en quart de finale de la Ligue des Champions, l'ASEC Mimosa ne donne pas l'image d'un club à même de renouer avec le sacre continental. L'équipe est-elle arrivée à la fin d'un cycle? On lance l'actu. À l'issue de l'élimination de l'ASEC Mimosa au tir au but par l'Espérance de Tunis en quart de finale de la Ligue des Champions samedi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny, l'entraîneur des Jaunes et Noirs, Julien Chevalier, est arrivé en conférence de presse totalement épuisé. S'il a affiché un sentiment d'impuissance au regard de la double confrontation avec l'ogre tunisien, félicitant ses joueurs pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, le technicien français a toutefois déploré les limites et l'instabilité chronique de l'effectif du club qui l'empêche de rivaliser avec les meilleures écuries du continent. Le constat est qu'en 3 saisons, les Mimos ont dû se séparer d'une douzaine de joueurs de premier plan, dont Traoré Béni Adama, Konaté Karim, Diakité Oumar, Stéphane Kiaziz, Zouzoua Pakom, Kramo Aubin et Sankara Karamoko. C'est en 2019 que Julien Chevalier a succédé à Mani Yao César, à la tête de l'encadrement technique de l'ASEC Mimosa. Le club venait de perdre son titre de champion de Côte d'Ivoire et sortait d'une décevante élimination en phase de poule de la Ligue des Champions. Le technicien français a donc été recruté pour relancer la machine et redonner aux Mimos leur lettre de noblesse sur la scène nationale et continentale. Si la première saison a été blanche, les 3 suivantes ont été fructueuses. L'ASEC Mimosa a aligné 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, gagné une coupe nationale, mené 2 belles campagnes en Coupe de la Confédération, dont une demi-finale en 2023 et participé au quart de finale de la Ligue des Champions en 2024. Un stade que le club n'avait plus atteint depuis 2006. Cependant, après cette élimination face à l'Espérance de Tunis, l'ASEC Mimosa donne l'impression d'avoir atteint ses limites avec son effectif actuel.
En championnat, l'équipe est très loin de ses standards et figure pour le moment dans le milieu du tableau. Face à ces réalités économiques et sportives, comment le club jaune et noir peut-il se régénérer pour décrocher une seconde étoile continentale ? Alors, l'équipe est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Que faut-il faire? On ouvre le débat donc, messieurs, à vos panonceaux. La question LGT, la SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Oui ou non? Non, coach Alain. Non, coach Koneyaya. Non pour tout le monde. D'accord, ok. Coach Alain, on vous écoute. Ben moi, je pense que la SEC n'est pas arrivée à la fin d'un cycle, mais je pense qu'il doit y avoir un problème de communication au sein de cet effectif-là. Il doit y avoir un problème de communication au sein de l'effectif parce que c'est un très bon effectif riche. Et puis, quelque part, je pense que les ambitions, peut-être, des dirigeants sont revues à la baisse par rapport aux ambitions des entraîneurs et puis de certains joueurs. Parce que je ne peux pas comprendre qu'arriver, quand on est qualifié pour les phases éliminatoires directes, on essaie de nous séparer de nos meilleurs fusils, sachant très bien qu'on n'a pas préparé, je dis bien préparé, les remplaçants pour remplacer ceux qu'on transfère. Donc, quelque part, il y a des ambitions, peut-être, des dirigeants qui ne concordent pas aux ambitions, peut-être, des joueurs et des entraîneurs. Donc là, il y a problème. Maintenant, si, peut-être qu'à part ça, s'il y a autre chose en interne, peut-être que les joueurs seront mieux placés pour dire, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Certains n'ont plus envie de renouveler parce que pour eux, ils veulent aller voir ailleurs. Ce qui est dommage pour cette équipe parce qu'avec ce talent-là, s'ils partent voir ailleurs, ça sera un perpétuel recommencement. Donc là encore, il y a un gros problème quelque part. Est-ce qu'ils n'arrivent plus à charmer ces joueurs-là qui leur peut-être donner des titres de champion de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent? Mais je pense que le chantier, il est vraiment vaste pour le futur ou bien si jamais, puisque l'entraîneur même, le staff technique même, arrive à terminer leur contrat. Donc déjà, il y a déjà la relève à préparer. Est-ce que cet entraîneur il va continuer ou bien il va être remplacé? Donc tous ces challenges-là, je pense que il n'arrive pas à terme, mais il y a un discours quelque part qui me laisse un peu perplexe. Un peu perplexe, d'accord. Donc la SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Bon, c'est non pour tout le monde sur le plateau. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Clément, on vous écoute. Ouais, je mets un non parce que pour moi, il n'y a pas eu de cycle. Voilà, il n'y a pas eu de cycle. Si on pose cette question au soir de l'élimination face à l'Espérance de Tunis, ça veut dire qu'est-ce qu'il y avait ce cycle-là sur le continent africain? Pour moi, il n'y a jamais eu de cycle parce que la SEC n'a jamais eu cet effectif-là pour aller chercher une deuxième étoile. Voilà, et quand on prend les recrutements, pour moi, les recrutements donnent l'impression de relancer certains joueurs qui étaient en fin de cycle ou même certains joueurs qui ont échoué ailleurs. Et avec cette politique-là, je pense qu'on ne peut pas aller chercher une seconde étoile. Et je pense que quand il y a élimination, les supporters de la SEC ne doivent pas se plaindre parce qu'on leur a donné comme consigne, comme objectif, que ce soit aux différents âgés, que nous, notre priorité, ce n'est pas la compétition africaine. Donc, du coup, on va se contenter du championnat rentabilisé et puis mettre en place le nouveau projet. Voilà, finir le nouveau projet pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans la caisse du club. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas eu ce cycle-là. Sur le plan continental, il n'y a jamais eu ce cycle parce que tu ne peux pas aller chercher des joueurs de seconde zone pour aller titiller des formations telles que le Mamelodi Sundowns qui mettent des millions comme salaire, qui vont chercher des joueurs de qualité, des clubs comme le National du Caire, voilà, qui ont des salaires, qui ont des bons salaires, qui ont tout ce qui est infrastructure, qui rivalisent même avec certains clubs de Ligue 1 française, tout ça. Et puis voilà, aller les titiller. Donc moi, ce cycle-là n'a jamais existé. Après, on parle parfois de vente de joueurs et autres. Oui, c'est normal qu'un club vende des joueurs. Après, quand tu vends des joueurs, ça veut dire que tu as eu de l'argent. Et quand tu as eu de l'argent, même si tu as eu 10 000, que tu n'es pas capable de dépenser la totalité des 10 000. Mais tu peux au moins utiliser 4 000 francs, 3 000 francs, aller chercher des joueurs de qualité pour pouvoir combler les vides laissés par les bons joueurs qui sont partis. Donc moi, c'est un problème de projet. Est-ce que le projet, il est réel ? Est-ce qu'il a la taille d'un grand club? Est-ce qu'on n'est pas dans la suffisance du côté de la SEC Mimosa ou encore l'esprit du contentement, c'est-à-dire, bon, oui, on domine le plan national, on arrive à surclasser les clubs tels que les Racing Club, tels que l'Africa Sport et autres, et puis voilà, on a le projet qui est là, mais on peut avoir projet et puis aller chercher quand même quelques trophées parce que la vie d'un club également, c'est de gagner des compétitions, voilà, même s'il y a des projets qui sont là. Après, je pense que chaque club a sa philosophie également, ils sont sur un projet de construction d'un grand site également, donc on va attendre de voir ce que ça va
a donné, mais pour moi, il n'y a jamais eu de cycle du côté de la SEC Mimosa parce qu'il n'y a pas de domination sur le plan africain. D'accord, c'est bien noté, Clément. On a un appelant, M. Kwasi Tano, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, chez vous. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. La SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Je pense que la SEC n'est pas arrivée à la fin d'un cycle. Je tenais à saluer tous les consultants de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Oui, allez-y, on vous écoute. Pour moi, la SEC n'est pas arrivée à la fin de son cycle parce que on sent déjà, il y a déjà un contenu. Et le contenu de son jeu, qui, ma foi, montre les limites de cet entraîneur-là qui a une vision purement défensive. OK. Pourtant, nous savons que la SEC, c'est une équipe qui a son expérience dans les grandes compétitions en montrant le jeu offensif. Mais vous recrutez des joueurs en milieu de saison et vous vendez certains joueurs. Moi, je ne parle pas des joueurs vendus, mais je parle des joueurs recrutés qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à avoir la possibilité de pouvoir jouer. On ne peut pas avoir 41 joueurs dans son écurie et faire jouer uniquement que 11 joueurs. Les jeux fermés, même, on connaît déjà les joueurs qui seront titulaires. À un moment donné, il faut pouvoir donner la chance à ces nouveaux joueurs. Je prends comme exemple ce milieu de terrain Misson Prince Israël, qui, ma foi, au début de la saison, a pu apporter une plus-value au milieu du terrain. Mais aujourd'hui, le milieu du terrain est vieillissant. Akaïsis, qui est toujours là, c'est l'ancien, mais qu'on essaie les jeunes. Je pense que ce n'est pas la SEC qui a atteint son cycle, mais c'est l'entraîneur qui doit aller se faire former et revenir à un moment donné. C'était un peu mon avis. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwasi Tano, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, M. Kwasi Tano met plutôt l'accent sur l'entraîneur, sur Julien Chevalier. On parlera de Julien Chevalier, mais pour l'instant, je n'ai pas encore entendu Jean-Philippe. Je vous écoute. Bon, moi j'estime que si on regarde les derniers résultats de la SEC en Coupe africaine, la SEC est une progression, ce n'est pas une fin de cycle. Sur les 3 dernières saisons, la SEC a joué 2 fois la Coupe de la Confédération et 1 fois la Champions League. En Coupe de la Confédération, la SEC s'était arrêtée sur la saison de l'année surpassée en phase de groupe. L'année suivante, elle a fait demi-finale de la Coupe CAF. Cette année, elle fait quart de finale de la Champions League dans un groupe composé quand même de Janning, de Wydad Simba. et de Simba, voilà. Où la SEC arrive à se sortir avec le Simba. La SEC quand même arrive à faire sortir les vice-champions d'Afrique du Wydad et également qui avaient perdu quelques mois auparavant la finale de la première Super Ligue africaine. Donc ce n'est pas une performance à négliger. Ouais. C'est vrai qu'il y a la déception qui peut expliquer aujourd'hui tout le ressenti de l'ensemble de la population. Mais en réalité, le club n'a pas fait un si mauvais parcours. Je pense que ce qu'on ressent plus, c'est qu'on estime ici que peut-être avec un peu plus d'audace, surtout sur cette rencontre, la SEC aurait pu faire mieux. Ouais. Si on analyse cette rencontre face à l'Eston de Tunis, il y avait de la place pour pouvoir se qualifier. Là, c'est l'analyse de la rencontre qui pousse aujourd'hui certaines personnes à se dire que peut-être que l'effectif est limité. Et je pense que ça doit être de l'ironie que Julien Chevalier essaie de faire, parce que je n'ose pas croire que c'est ce qu'il pense véritablement de ces garçons. Voilà, peut-être qu'il a dû faire de l'ironie par rapport à la grande déception qu'il y avait au niveau de la conférence de presse. Maintenant, au-delà de tout ce que l'on puisse penser, ces dernières années, le club a recruté intelligemment, ça on doit le dire également. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils sont dans une conjoncture économique du point de vue sportif qui les désavantage par rapport à certains de leurs concurrents. Ouais. Malheureusement pour la SEC Mimosa, qui devrait avoir le même modèle économique qu'un club comme le National Rallye du Caire, les supporters n'arrivent pas à suivre. Ça, c'est un fait qu'il faut dire clairement. On nous a dit, oui, la Côte d'Ivoire a vécu une crise pendant de nombreuses années qui a poussé les supporters à ne pas partir au stade. Mais dernièrement, en Égypte, il y a eu une crise également un peu synonyme à la nôtre, où il y avait des interdictions de personnes pour aller au stade. Mais là-bas, le football étant culturel, le sport étant culturel et communautaire, on a vu par la suite, quand il y a eu, je dirais, la stabilité, tous ces supporters à revenir en masse derrière leur club.
Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le supporter de la SEC s'identifie à son club? Parce que c'est vrai, on va dire oui, la SEC recrute petit bras, la SEC vend, mais je ne pense pas que si chaque rencontre de la SEC a des recettes suffisantes, qui attire des sponsors et autres, ils vont se contenter des joueurs qu'ils ont. Moi, le seul reproche que je puisse faire à la SEC, peut-être aujourd'hui, et je leur dis, c'est le fait de former de très bons joueurs, des joueurs talentueux, de ne pas les faire passer ne serait-ce qu'une saison au niveau de l'équipe première avant de les libérer. Ça, c'est peut-être le seul reproche que je puisse faire à l'équipe. C'est peut-être là où l'explication qui est donnée ne me convainc pas, mais sur tous les autres aspects, je pense qu'ils se débrouillent pas mal. Parce qu'il y a des clubs derrière qui ont des dirigeants qui ont énormément de moyens. On ne va pas se le cacher, le FC San Pedro. Ils ont tenté la campagne africaine. Ils ne sont plus repartis. Voilà, donc aujourd'hui, la SEC a réussi quand même, je ne dirais pas un exploit pour moi, pour un club de cette renommée. La SEC a réussi un bon parcours pour un retour en Champions League. Maintenant, pour l'année prochaine, je pense qu'ils ont recruté certains joueurs, comme l'intervenant l'a dit, à la mi-saison, les Fonsignes et autres. Peut-être que ces garçons vont revenir et vont permettre à la SEC de retrouver ce qui leur a manqué. Et c'est ce que je disais, c'est l'instinct du but, marquer les buts. Et puis Chevalier, c'était sa première campagne en Champions League. Comme il a progressé au niveau de la Coupe de la Confédération, pourquoi pas, la saison prochaine, si la SEC parvient, parce qu'il faut le dire également, ils sont en grande difficulté en championnat, si la SEC parvient à se qualifier de manière miraculeuse pour moi, pour la Champions League, pourquoi pas essayer d'aller chercher la demi-finale ou la finale. Mais je pense que pour moi, c'est une progression, et quand on est en progression, on ne peut pas parler du fin du cycle. D'accord. Pour vous, Jean-Philippe, c'est une progression. On a un appelant, on a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, hein, et puis on vous écoute. Oui, je salue tous les coachs. Oui. Bonsoir. Et Bonsoir. les autres aussi. Vraiment, nous sommes un peu découragés, mais le découragement n'est pas ivoirien. Exactement. Voilà. Donc, quand je dis découragement n'est pas ivoirien, compte tenu de nos dirigeants de la SEC, Oui. j'ai une fois dit sur ce plateau-là, le football ivoirien se repose sur la SEC. Oui. Donc, vraiment, si Roger Wouillet, il n'a qu'à mis quelque chose au devant des choses. C'est vrai qu'il a besoin de construire des choses qui peut faire avancer le club. C'est vrai, nous ne discriminons pas. Mais il n'a qu'à mettre en l'idée, vendre les joueurs au cours de la saison où on a déjà débuté des choses comme il faut. Vraiment, ça déstabilise tout le monde. Hier, là, avant qu'il y ait beaucoup d'hommes au stade. Les gens vont seulement regarder le ballon pour qu'on ait le trophée. On ne va pas regarder le ballon pour dire que non, parce qu'on est en train de construire des Borobata. C'est vrai, ou bien, Marie-Christine, ce que je dis là, si, et que les constructeurs qui sont là-bas, si, ce que je dis là, vraiment, si ce n'est pas le cas, qui quelqu'un nous dit ça. Autrement dit, on va au terrain pour qu'on gagne des trophées. Bien sûr. On ne va pas au terrain pour dire que non, on va faire regarder, parce qu'ils sont en train de construire des choses qu'il faut. C'est vrai, ça aide le club, mais bien avant, ce qui est devant des choses là, c'est le trophée que tout le monde parcourt d'abord. C'est clair. D'accord. Mais M. Fofana Média, pour vous, la SEC est arrivée à la fin d'un cycle, oui ou non? Il n'est pas arrivé à la fin de sa terre. C'est le jour qui nous a mis à la fin où on n'est pas arrivé là-bas. On n'a qu'à appeler les choses par son nom. D'accord, d'accord. Bon, on a bien... pas vous poser l'antenne. Oui, mais merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Voilà. On note surtout que nombreux, les intervenants en tout cas, se plaignent énormément des joueurs qui sont vendus en cours de saison, à Clément. Oui, tout à fait. Je pense que tout récemment, il y a Karamoko qui a été vendu en cours de saison alors qu'il est le meilleur buteur de la Champions League. Voilà, c'est lui qui faisait du bien quand même à cette formation de la SEC Mimosa, même au sorti du banc, tout ça. Donc on comprend la frustration des supporters de la SEC Mimosa parce que dans cette rencontre face à l'Espérance de Tunis, il avait seulement besoin d'un seul but pour pouvoir passer. Alors que quand tu as un attaquant qui t'a mis 4 buts dans la compétition, je pense que s'il était là, il aurait fait quand même la différence. Donc je pense que c'est normal. Après, je pense que tous les clubs au monde vendent des joueurs. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas de vendre les joueurs. Mais quand tu vends, voilà, tu dois remplacer. C'est comme un être humain qui perd des calories et qui ne remplace pas. Forcément, il aura ce souci-là. Il aura un déficit en termes d'effectifs. Aujourd'hui, depuis qu'il
qu'il est parti, la SEC a marqué 4 buts seulement. Et donc il y a quelqu'un qui ironisait, qui disait que la SEC marque 1 but par mois. Donc je pense que c'est pas bien pour un grand club. D'abord, il faut marquer des buts. Quand tu as été joué un nul en Tunisie, ça veut dire que tu comptes faire la différence au retour. Et comment est-ce que tu fais la différence au retour? Tu dois marquer. Mais si ce match, on avait l'impression que même si on jouait une semaine, la SEC n'allait pas trouver de faille. Et JP, il parlait de Julien Chevalier. À chaque rencontre, pour ceux qui suivent ses conférences de presse, il dit la SEC n'a pas de talent. Et il a répété même au soir de l'élimination face à l'Espérance de Tunis, il a encore dit la SEC manque de talent. Donc c'est pas nous. Pour un coach qui voit au quotidien ses joueurs, si lui il est dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là au niveau des sols bénis. D'accord. Justement, le coach, est-ce que c'est l'homme de la situation encore? Bon, coach Kone Yaya n'est pas de cet avis. Oui, Jean-Philippe? Non, mais moi je pense que Julien Chevalier peut encore apporter quelque chose à la SEC Mimosa. Okay. Mais je l'ai dit, moi j'estime qu'il ironise. Parce que, à chaque fois? Oui, je l'estime. Parce que, regardez, un temps soit peu, la Côte d'Ivoire est partie jouer le tournoi de Montaigu. Encore une fois de plus, pour la deuxième saison d'affilée, c'est un Ivoirien qui était le meilleur buteur. Et ce jeune Ivoirien s'appelle Dosso. Il est attaquant au niveau de la SEC Mimosa. Pourquoi est-ce que la SEC est obligée d'attendre que les joueurs aient 20 ans, 21 ans avant de les mettre? Les Sagara Kamoko est venu du centre de formation. Konaté quand même est venu du centre de formation. La SEC forme des joueurs, la SEC forme des attaquants qui marquent des buts. Mais il parle de son effectif qui manque de talent. Ces enfants font partie de l'effectif. Ces enfants font partie de l'effectif de la SEC. Les enfants qui sont au centre de formation peuvent jouer la Champions League. D'accord. Si on fait appel à eux. Donc, pour moi, ce n'est pas là le souci. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas monter ces garçons qui ont du talent, qui ont 16, 17 ans, pour leur permettre de s'aguerrir à la haute compétition? Ça, c'est autre chose. C'est là qu'il faut chercher les explications. On a chaque saison, la SEC annonce la vente de 2-3 joueurs qui pratiquement ne passent pas par le club ni le championnat local et qui vont. Pourquoi cette politique? Mais il faut qu'on essaie de comprendre. Ces garçons sont formés dans les meilleures conditions. Dernièrement, ils sont partis encore en Angleterre, à Birmingham, pour aller dans Aston Villa, pour aller former, pour aller jouer des tournois. Où ces garçons, ils ont placé 3 joueurs. Où ces garçons se sont affirmés. Mais pourquoi ces garçons-là, on n'a pas 1 ou 2 attaquants capables de pouvoir jouer, ne serait-ce que même une saison ici, et essayer de débuter, terminer la saison, voir c'est comment ces garçons se comportent en Coupe africaine avant de les libérer. Donc, quand on me dit que la SEC n'a pas de talent, mais l'effectif de la SEC ne se limite pas seulement à ce qu'on voit sur le terrain. Il peut aller piocher sur les formations. Mais après, tu as monsieur, avant de vous écouter, coach Kone Yaya et aussi coach Alain, jetons déjà un regard sur la liste des principaux joueurs de l'ASEC en transféré ces 3 dernières saisons. Bon, la liste sera prête dans seulement quelques secondes. Donc, coach Kone Yaya, je vous écoute. Oui, moi j'ai dit non. La SEC n'est pas à un fin de cycle. Seulement, moi je dis que cette élimination de la SEC doit nous amener à nous poser les véritables questions. Il faut toucher le mal à sa racine. Parce que aujourd'hui on parle de la SEC, mais moi je parle aujourd'hui de tous les clubs ivoiriens, de tous les clubs du championnat local. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème parce que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux organisationnels de nos clubs qui veulent rivaliser avec ces clubs voilà, sur le plan continental. Aujourd'hui, quand on prend le budget de la SEC, c'est 3 milliards. Comparé au budget comment on appelle ça, non, de Al-Ali, on te parle de plus de 20 milliards. De 20 milliards de budget d'un club. Un club qui est capable voilà, de s'acheter des joueurs à des coûts pharaoniques. Voilà, donc c'est vraiment important. On veut rivaliser, on veut glaner des trophées sur le plan continental. Il faut dire que la SEC, comparée à ces clubs-là, la SEC est pas petit bras par rapport à, que ce soit le Al-Ali, que ce soit le, comment on appelle ça, le Mamelodi Sundowns, même l'Espérance de Tunis, qui son budget fait pratiquement 5 fois le budget de la SEC. Et quand tu regardes dans le rang de cette équipe de l'Espérance de Tunis, mais on a des joueurs de haut rang, de haut standing. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, vouloir rivaliser avec ce club-là, et ce sera très difficile pour la SEC. Sinon, la SEC n'est pas un fin de cycle. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous les clubs ivoiriens sont obligés
comment on dit ça, de miser sur la formation. D'accord. On mise sur la formation, ces jeunes gens, on les fait partir de façon prématurée et vers certains clubs. Et encore, aujourd'hui, la SEC, même les joueurs, même il y a comme des joueurs qui partent aujourd'hui en Europe. La plupart des joueurs partent aujourd'hui dans le championnat tanzanien. Donc, c'est dû qu'il y a vraiment un véritable problème à la source qu'il faut véritablement analyser et pouvoir apporter des solutions. D'accord, on va poursuivre, messieurs. On a un appelant, on a monsieur Jean-Gaston Laoui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Vous allez bien? Je vais très bien, parce que l'Africa Sport vient de faire 2-2 avec ISMI. D'accord, bon, on parlera de l'Africa Sport tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de l'ASEC. Et est-ce que l'ASEC Mimosa est arrivé à la fin d'un cycle? On vous écoute. Dieu merci que j'ai respecté mon principe la fois dernière lors de votre, en tout cas, émission. Exactement. Je suis intervenu, Oui. voilà, en disant que moi, Jean-Gaston Laoui, étant vice-président chargé de la mobilisation au niveau de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, Oui. nous devons aller supporter un club qui est engagé en Coupe africaine et qui reprend la Côte d'Ivoire. Et vous étiez au stade? Oui. Et nous sommes partis au stade, on était 100. Ah, Et félicitations. donc, je me suis dit que le gouvernement, le ministère des Sports, vont tout faire pour étatiser, en tout cas, cette amicale qui poursuit tout la SEC depuis Boaké Yom Tchouko, D'accord. depuis qu'ils ont commencé. Très bien. Et Bon, allons à la question de ce soir, s'il vous plaît. Cette Oui. question, j'ai bien compris, je pense du général au particulier. Oui. Et donc, où on parle actuellement, si c'est la fin du cycle de la SEC, je dis non et, oui. je dis non et non. OK. Voilà, je dis non et non dans la mesure où la SEC est partie de l'autre côté. Ils ont fait match nul. Ils sont venus ici, ils ont fait match nul. Et vous savez, au tir au but, c'est la chance qui gagne, c'est tout. La SEC a bien joué, nous avons beaucoup applaudi, la SEC a été avancée et la SEC a fait avancer encore 4 équipes au niveau de la Côte d'Ivoire qui doivent jouer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Gaston Laoui. Vous pouvez rappeler tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, on parlera de l'Africa Sport. Oui, Jean-Philippe. Marie-Christine, non, ce que je veux dire, c'est vrai. Aujourd'hui, la dimension financière compte énormément dans la réussite sportive. En 1999, on va me parler peut-être que c'était une autre époque. Quand la SEC, je dirais, prenait le pari à l'issue de la victoire en Champions League de faire jouer des gamins qui n'avaient aucun match officiel face à une équipe de l'Espérance de Tunis qui comptait en son sein des joueurs comme Gabriel Okolossi, Chokri El Ouaye. C'était la même configuration. Des joueurs qui étaient reconnus, qui jouaient en équipe dans les grandes équipes nationales. Ça n'a pas empêché ces gamins-là de les battre. Quand on est sur le terrain, à mon sens, c'est le talent contre le talent. Effectivement. C'est le talent contre le talent. Chacun essaie de faire avec ses moyens de bord. Si vous n'avez pas la capacité d'aller acheter de grands joueurs, vous devez avoir l'intelligence et la finesse d'aller piocher des perles rares. Il faut les chercher partout. Il faut les chercher partout. Le Grand Real Madrid, quand ils ont vu arriver les fortunes arabes dans le football en Europe, qu'est-ce que Pérez a dit? Si on veut aller sur le même modèle économique que ces derniers, on ne va plus exister. Parce que là où on proposait 100 millions, 200, 300 millions d'euros pour un joueur, ils vont renchérir à 500, 600 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les pépites. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que même ces clubs, comme Manchester City et autres, vont chercher les pépites, comme des garçons, comme les Doku et autres, ils vont plus se précipiter sur des grands noms. Donc, on peut emmener les autres à revoir leur modèle économique. J'ai lu le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, qui disait que après 25 ans, il veut se retirer. Il a dit, au début, son club faisait quoi? Ils achetaient les meilleurs joueurs sur le continent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 5 dernières années à mettre en place ce centre de formation. Et aujourd'hui, l'ossature de l'équipe première TP Mazembe est constituée en majorité des joueurs issus du centre de formation du TP Mazembe. Est-ce qu'eux aussi n'ont pas l'ambition de vendre leurs joueurs? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas l'ambition de placer leurs joueurs? Mais ils suivent un modèle économique qui veut que leurs garçons puissent jouer la compétition locale, se faire connaître et s'aguerrir, et puis après ils vont. Donc on peut le faire ici. Si on dit que la SEC manque de talent, ça veut dire que sur les 24 millions d'Ivoiriens qui y a ici, un pays qui est reconnu mondialement pour sa formation, pour la qualité de ses joueurs, ça veut dire qu'on n'a pas de talent sur le plan local. Qu'est-ce que les recruteurs font pour aller chercher ces talents partout comme on appelle, sur le territoire national? Ça, il faut se poser les vraies questions. Vous partez en compétition africaine, sur la place locale, est-ce qu'il est impossible de trouver des bons joueurs sur chaque ligne? Aujourd'hui, l'entraîneur dit l'équipe manque de talent, mais pourtant les garçons qui construisent la SEC Mimosa, là, avant qu'ils viennent à la SEC, c'était des garçons qui avaient déjà une bonne réputation. Oui. Est-ce à dire que Julien Chevalier n'arrive pas à faire jouer ces garçons ensemble, il n'arrive pas à les faire progresser? Je ne veux pas croire en cela. Il faut qu'on arrête
ce genre de discours. Il faut se mettre résolument au travail. Il faut tenir compte de ces réalités et il faut être ambitieux pour aller chercher les trophées. Car sur le terrain, la valeur financière est annulée par la volonté des garçons et par leur qualité intrinsèque. D'accord, très bien Jean-Philippe. Si vous nous prenez en marche le sujet de l'actu, le premier sujet de l'actu, nous parlons de l'ASEC avec la question LGT. Football ivoirien, l'ASEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Vous pouvez participer en nous appelant au 27 21 59 93 99 et en deuxième partie de l'actu, on parlera de l'Africa Sport, mais c'est seulement dans quelques minutes. Oui, donc nous poursuivons avec ce débat par rapport à l'ASEC. Oui, coach. Moi, je rejoins un peu Auria dans le sens que c'est dommage que Chevalier nous dise aujourd'hui que l'ASEC n'a pas de talent. Moi, sincèrement, c'est dommage. Peut-être comme Auria l'a dit, peut-être que c'est pour juste bluffer ou bien faire autre chose. Sinon, je me rappelle très bien, il y a 1 an derrière, l'ASEC avait le jeune joueur de moins de 17 ans. Je ne sais pas, le petit Ivoiro burkinabé. Non, pas Kiazizi. Non, pas Kiazizi. Le petit Ivoiro burkinabé qui devait jouer soit avec les U20 ivoiriens ou bien avec les U20 du Burkina. Mais ce joueur, il est talentueux. Mais pourquoi ne pas prendre ce joueur, le mettre en équipe première, le mettre à la lumière? Caboret. Pourquoi ne pas le mettre à la lumière? Ça, c'est de 1. De 2, le petit qui est parti être meilleur buteur à Montaigu, il a une très bonne taille, il a du talent. Pourquoi ne pas essayer de mettre ces enfants en lumière? Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a certains entraîneurs, moi je dis toujours, il y a certains entraîneurs, peut-être, qui n'ont pas envie de mettre des jeunes dans le système. Alors que Konaté Karim était son meilleur attaquant. Parce que Konaté Karim, quel était le meilleur attaquant de l'ASEC? Il avait quel âge? Il était très jeune. Oui, 16, 17 ans. Sankara qui vient de partir, avant de revenir à l'ASEC pour être meilleur buteur, on l'avait prêté à la FAD, où il a fait une superbe saison. Après, l'ASEC le ramène, il fait une superbe saison. Donc, ça veut dire qu'il y a du talent dans la formation de l'ASEC. Le vrai problème, il faut qu'ils aient le courage de mettre ce talent-là à la lumière. Peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vendre comme il se doit. Parce qu'un enfant qui n'arrive pas à jouer ses matchs de championnat ou bien ses matchs élevés des championnats ou bien les Champions League, quand il va dans un club, automatiquement, arrivé là-bas, on le met à la réserve. C'est ça. On le met à la réserve, il retourne à quoi la formation? On n'a jamais vu sur une saison, donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir s'il est talentueux ou pas. Donc, quelque part, il faut essayer de faire confiance à ceux qu'on forme. Parce que c'est la formation. Aujourd'hui, on prend un exemple. Le FC Saint-Péter est premier par rapport à quoi? Bien sûr, on va poursuivre, messieurs. On a un appelant, s'il vous plaît. On a M. Kouadio Kofi qui nous appelle d'Angré. Bonsoir, M. Kouadio Kofi. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. L'ASEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? Non, je ne pense pas que l'ASEC soit arrivée à la fin d'un cycle. D'accord. Pour moi, c'est un problème d'organisation. OK. Il faut dire peut-être aux dirigeants, parce que je ne peux pas comprendre une chose. Quand on a des grands joueurs, aujourd'hui, on a beaucoup cité les Konaté Karim, les Aziz et autres. Oui. On commence le championnat, la SEC se qualifie avec celui qui est le meilleur buteur. Et en pleine saison, on le laisse partir. Même si on fait des recrutements, il est déjà dans le moule. On ne devait même pas le laisser partir. Mbappé qui va aller au Real, il est encore là, il va terminer la saison. On peut négocier avant de le laisser partir. Aujourd'hui, on parle du problème financier. Avant d'avoir l'argent, il faut aussi gagner des trophées. Et ça peut nous permettre de gagner aussi de l'argent. Parce qu'en allant loin en finale de la Coupe d'Afrique, je pense que cela peut permettre à la SEC de gagner, d'engager beaucoup de moyens. Et aussi, ça peut attirer aussi des sponsors. C'est bien de construire, mais à ce moment, on a aussi besoin de trophées. Et il faut pouvoir aussi, en gagnant les trophées, on pourra avoir les moyens financiers dont on recherche. Donc on arrête de vendre les joueurs en pleine compétition. D'accord. Est-ce que je vous l'ai dit, attirer l'attention aussi avec les dirigeants? Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Kouadio Kofi, qui nous appelait d'Angré. Oui, coach Koneyaya. Oui, je pense que peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre par Auria. Hein. C'est tout à fait normal qu'on fasse la politique des jeunes. Mais moi, j'ai dit que j'emporte le pas à l'appelant, oui. À l'appelant. Nos jeunes, ils partent très tôt. Kramoko le buteur. Oui, Sankara. Est-ce que c'était le moment que Sankara quitte la SEC? Moi, j'ai dit non. Mais est-ce que Maître Roger Ognet avait le choix? Je me pose la question. Il a toujours le choix. J'arrive. Non, moi je dis non, il n'a pas le choix. Parce que ça pose un problème fondamental aujourd'hui que les clubs ivoiriens ont. Le problème de financement, le problème de sponsoring.
tant qu'on n'aura pas de gros sponsors, eh bien, nos talents s'en iront. Parce que je prends le cas de Yao Atoula. Le cas de Atoula et de Zungrana, qui sont convoités par des clubs du Nord qui proposent près de 200 millions, près de 300 millions qui font le 10e du budget de la SEC. Et vous voulez que Maître Roger puisse laisser tomber cette manne financière là, oui. tout en sachant la charge que la SEC a. C'est difficile. C'est souvent peut-être de contre son gré qu'il est peut-être obligé, de laisser partir. C'est un talent. Aujourd'hui, comment dirais-je ça, quand on parle aujourd'hui des clubs, on n'a pas tout à l'heure le club Nanti, mais regardez dans les championnats égyptiens, mais les joueurs, lorsqu'ils sortent des centres de formation, ils prennent 3 ans, 4 ans dans le championnat égyptien avant d'être, de chercher à partir sur l'Occident. Parce que, bien entendu, ces clubs-là ont le moyen d'entretenir ces joueurs-là. Ces joueurs-là sont bien payés, ils sont dans les conditions, ils n'ont pas assez de problèmes. Mais ce n'est pas le cas de la SEC aujourd'hui. La SEC, Maître Roger est obligé de vendre, parce que s'il ne vend pas, mais c'est difficile de pouvoir faire fonctionner le club. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, terminé, et après on entendra Clément avant de vous écouter. Oui, souvent c'est pas... Quand comme on appelle ça, Chevalier se plaint, il dit qu'à chaque fois, son équipe n'est pas stable. Mais c'est une vérité, moi je suis entraîneur. C'est difficile qu'à chaque fois, on t'enlève 1 ou 2 joueurs essentiels de ton dispositif. Mais que peux-tu faire quand on est à la SEC et qu'on n'a que 3 milliards de budget pour pouvoir aller reconquérir l'Afrique? D'accord. Mais c'est difficile. Donc cela pose le problème. Moi je dis, le problème va plus loin que ça. Il faut même une volonté de l'État pour pouvoir aider nos clubs à pouvoir mieux se structurer, à pouvoir avoir ce qu'on appelle la puissance économique. Lorsque nos clubs auront la puissance économique, nous pourrons, garder nos meilleurs joueurs pour pouvoir aller reconquérir l'Afrique. Sinon, sans cela, on se leurre. La SEC et la politique de maître qui est de former et vendre est la meilleure. Parce que s'il ne forme pas, qu'il ne vend pas, s'il ne forme pas, qu'il ne vend pas, il ne pourra pas donc prendre en charge les difficultés, les problèmes de l'équipe. Donc moi, je comprends très pleinement la politique de la SEC. D'accord. OK. Mais justement, au regard de cette instabilité au niveau de l'effectif, est-ce que vous pensez que la SEC pourra reconquérir encore un nouveau titre africain? Clément? Ouais, je pense que ça sera très difficile. Pour moi, ça sera difficile. Ce que j'ai dit, Christine, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut une volonté politique pour changer les choses, en l'état des choses, ce sera difficile de pouvoir reconquérir un autre titre. Très bien. Oui, Clément, allez-y. Oui, je pense que ça sera très difficile parce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe également, JP parlait de Real Madrid qui ne met plus d'argent. Aujourd'hui, ceux qui gagnent les compétitions européennes, et ceux qui mettent énormément de moyens. Real Madrid, je n'ai pas dit qu'ils ne mettent pas de l'argent. Non, mais j'ai dit qu'ils ont revu leur politique. Ils mettent des moyens. Ils mettent des moyens. Non, il faut que je rectifie. Ils mettent des moyens également. Juste après. Ils mettent des moyens également. Aujourd'hui, tu veux gagner une compétition africaine. Tu as un club comme le National du Caire qui te met énormément de moyens. Tu as les clubs comme le Mamelodi Sundowns qui met les moyens, comme le Wydad de Casablanca qui met les moyens. Que tu veux rivaliser avec eux, il faudra mettre les moyens. Donc, après, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, on parle de... Tout à l'heure, je parlais de JP qui avait approuvé le nouveau projet de la SEC Mimosa. Mais ce projet-là, on le termine avec quoi? On le termine avec de l'argent. Donc, du coup, il faut également recadrer le discours de Julien Chevalier. Julien Chevalier, quand il parle de manque de talent dans son effectif, il parle de l'effectif qu'on lui a donné pour aller chercher cette compétition africaine et puis jouer le championnat national. Mais quand tu vois des garçons comme Bazmana qui va en Suède, un jeune joueur, Julien Chevalier, il ne profite pas du jeune homme. Il ne profite pas pleinement de Sankara également. Donc avec ça, il ne peut pas rivaliser avec le Mamelodi Sundowns, il ne peut pas les rivaliser avec le National du Caire. Donc du coup, si vous voulez aller au bout de votre projet, Maître Roger Ognien, il sera obligé de vendre les talents. Aujourd'hui, on parle de ces talents. Les Européens, ils aiment tout ce qui est jeunes joueurs, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans également. Donc ces joueurs-là, ces talents qui sont dans le centre de formation de la SEC, ils ne vont pas résister aux offres qu'on va emmener au niveau de la SEC. Donc je pense que d'une part, il est dans sa logique, c'est-à-dire vendre pour pouvoir sauver son projet. Après, si les supporters de la SEC Mimosa, ils sont dans cette forme de suffisance, soit ils veulent de
projet, mais soit ils veulent aller rivaliser avec les clubs tels que le National du Cameroun, tels que Maurice Sanzan. À eux de choisir également. C'est pour ça que je dis, les plaintes des supporters de la SEC Mimosa, moi, ne me touchent pas. Parce que vous partez aux âges, on vous dit, les compétitions africaines ne sont pas nos priorités. Nos priorités, c'est la construction du projet. Mais si tu veux terminer un projet, tu dois vendre, avoir de l'argent pour aller finir ce projet-là. Donc, à un moment donné, il faut définir clairement les choses au niveau de la SEC Mimosa, voilà, pour pouvoir avancer. D'accord, Clément. Oui, Jean-Philippe. Mais, bon, j'allais un peu rire, mais je vais me retenir. Non, pour deux points quand même assez incroyables. Ici, personne n'a dit que la SEC ne devait pas vendre du joueur. Jamais. Personne. On parle de l'opportunité de la vente en pleine saison. Le Lys de Sassandra avait un joueur qui s'appelait Outro. Outro est parti signer avec Strasbourg, qu'il a prêté à son club pour terminer la Ligue ivoirienne. Même pas jouer la compétition continentale. Donc ça veut dire que ce genre de mécanisme existe. Konaté Karim de la SEC Mimosa était allé signer à Salzbourg pour venir terminer la saison avec la SEC Mimosa. Donc ça existe. Pourquoi on veut nous faire croire que dès qu'un club veut acheter un joueur, ça veut dire que le lendemain doit partir? Non. Non, c'est impossible. Si votre garçon est engagé, vous avez le mécanisme de négociation avec le club pour qu'il puisse terminer la saison avant de partir. Les raisons pour lesquelles pour les garçons assez tôt n'ont jamais été évoquées par le club. Ça, c'est le premier élément. Le second aspect, mais quelle est la meilleure manière pour un club de garder de l'argent pour pouvoir réaliser son projet si ce n'est de mettre en avant les joueurs qu'il forme? Parce que les joueurs que vous formez, quand vous les mettez sur le terrain, ils ne vous coûtent pas aussi cher que les joueurs que vous recrutez. Merci. En termes de salaire, en termes de primes à la signature et autres. Donc, la SEC ne fait pas jouer ces jeunes. La SEC fait jouer des vieux briscards qui signent à coup de millions. Et on nous dit non, il faut jouer les jeunes parce qu'on doit les vendre pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui donne la plus-value à un joueur? D'accord, qu'est-ce qui donne la plus-value à un joueur? C'est de le voir sur le terrain. Oui. Mais ces jeunes qui quittent assez tôt la SEC et qui vont, vous pensez que si on les avait vus jouer une saison au Côte d'Ivoire, leur valeur n'allait pas augmenter? Donc il faut arrêter. On suit un peu comment ça fonctionne l'économie du sport. Moi, je l'ai dit en entame de mes propos, je n'ai rien contre le parcours de la SEC. Mais il faut s'adapter en fonction de ses moyens. Vous voulez jouer la Champions League, vous avez l'ambition d'aller dans la Champions League, mais écoutez, vous avez un seul François qui produit de très bons joueurs, vous les utilisez. C'est aussi simple que ça. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On doit avancer, hein, parce que n'oubliez pas, messieurs, on a un deuxième sujet dans l'actu de ce soir. Coach Koneye a terminé rapidement. Bon, voilà, écoutez, on va passer à l'Africa. Moi, je pense que c'est tellement simple. Il y a beaucoup de clubs qui l'ont essayé ici en Côte d'Ivoire, ça a marché. On peut signer dans un club et puis le même club peut vous prêter le joueur, il termine la saison et puis s'en va. Okay. En Europe, la SEC aurait dû essayer avec Vazoumana et puis avec Sankara aujourd'hui, personne n'allait crier au scandale. Mais ils n'ont pas voulu essayer. Ça, c'est à leur risque et péril. Aujourd'hui, je ne veux pas entendre qu'on me dise, qu'on me fasse croire qu'à la SEC, il n'y a pas de talent. Ça, je ne suis pas d'accord. Très bien. À la SEC, il n'y a pas de talent, et puis la SEC est champion pendant combien d'années? Et puis la SEC est qualifiée pour les demi-finales, pour les quarts de finale de la Champions League. Oui. Attends, quand même, il y a du talent à la SEC. D'accord, très bien. C'est bien noté, il y a du talent à la SEC, vous l'avez dit, coach Alain. Bon, on termine ce premier sujet de l'actu. On parle donc de la SEC Mimosa. La SEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? C'était non pour tout le monde sur le plateau et même aussi les appelants. L'Africa Sport, à présent, le deuxième sujet de l'actu de ce soir. L'Africa toujours en course pour la montée. La 16e journée en retard de la Ligue 2 s'est disputée cet après-midi au stade Robert Champrou de Marcory. Un match que vous avez pu voir, bien sûr, sur les antennes de la 3. L'Africa Sport était opposé à l'US Fermier. Score final 2 buts partout. Donc, messieurs, on en parle. Clément. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, l'Africa qui est tombé dans le traquenard proposé par l'US Fermier parce qu'on a vu une formation défensive d'Annie Biroko. Voilà, je pense qu'ils ont répété bien le plan et l'Africa devait éviter ce piège-là. Et même en infériorité numérique, les gars, ils arrivaient quand même à aller titiller l'Africa Sport et l'Africa Sport mené. Et heureusement qu'ils reviennent quand même dans la partie à la dernière minute grâce à... Est-ce que vous attendez à pareil résultat déjà? Non, je ne pense pas. Parce que je pense que même en infériorité numérique, je me disais, bon, l'Africa peut-être allait faire la différence. Mais après, dans ce match, on disait que quoi, il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Parce que lorsque vous attaquez à outrance
et que vous déséquilibrez comme ça, vous êtes clairement en danger. Et c'est ce qui est arrivé à la formation de l'Africa Sport et qui n'était pas du tout sereine, même en supériorité numérique. Après, je pense qu'ils ont eu quand même le mental, le courage pour pouvoir revenir au score, parce que si c'était l'Africa de l'année dernière face à l'AJ qui aurait abandonné de suite, et quand même ils ont été chercher quelques garçons qui ont entamé la révolte. On parle de Okubi quand même comme un symbole qui va ramener quand même l'Africa dans cette partie. Le plus important pour eux, c'était de peut-être garder la tête et puis voilà, attendre ce duel-là face à Liska. Je pense que ça va se jouer là, mais voilà, il y avait beaucoup de regrets pour cette formation de l'Africa face à une formation de l'US Fermier qui était vaillante également, qui était formidable également, qui a proposé une belle résistance à l'Africa Sport. Voilà, et l'Africa s'en sort quand même et l'Africa revient de très loin. D'accord. J'ouvre le téléphone à nouveau pour ce deuxième sujet de l'actu, justement pour parler de l'Africa Sport. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. On fait le bilan du match de l'Africa, le débrief du match de l'Africa Sport qui vient à peine de s'achever. 2 buts partout face à l'US Fermier. Bon, je demandais, est-ce que vous attendiez à Paris Score, coach Kone Yaya? Non, vu le déroulé du match. Voilà, est-ce que déjà on doit s'inquiéter, l'Africa? Oui, moi je dirais oui. Oui, parce que à 9, disons à 10 contre 11, l'Africa a eu du mal à revenir au score. Donc ça, c'est inquiétant quand même. Une équipe qui joue à 11 contre 9. Et voilà, quand on regarde même le contenu du jeu, voilà, par rapport à une équipe qui joue en supériorité numérique, voilà, on devait voir une équipe d'Africa, voilà, poser le ballon, essayer de posséder le ballon pour essayer d'amener plus de danger. Ouais. Mais bon, ma foi, ça a été difficile. Heureusement qu'il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu, voilà, qui a permis vers la fin du match à l'Africa de revenir. Mais Marie-Christine, ouais, il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que tout de suite après la prochaine journée, c'est Liska. Et ça ne va pas pardonner. Hein. Si l'Africa doit se faire mener à chaque fois au score revenu, ça risque d'être compliqué pour l'Africa Sport. Mais je pense qu'en tant qu'un OIE, voilà, je pense qu'on croit que cette année, c'est vraiment notre année et que l'Africa va revenir. D'accord, on a un appelant avant de vous prendre. On a M. Ibo Constant qui nous appelle de Yopougon Ananuré. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, MC. Bonsoir à toute la grande team sur le plateau. Bonsoir. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis on vous écoute par rapport au débrief du match de Africa Sport US Fermier. MC, nous avons tous suivi ce match sur la croix. Oui. Mais la dernière fois, lors du appel, j'ai dit qu'avec l'Africa, il faut être beaucoup prudent. Voilà, il faut être très prudent. Exactement. Il reste encore quelques journées. Ce soir, on aurait dû gagner tout simplement ce match. Ouais. Parce qu'il y a un plan qui joue en supériorité numérique à 9. Et l'Africa, on a vu un Africa qui n'a pas déroulé son match, qui au contraire a eu un jeu très très bas. Oui. Lorsque on a eu l'expulsion du joueur US Fermier. Voilà, tout de suite on a vu que l'Africa allait relever la tête et puis aller scorer rapidement. Mais c'est en ce moment bien précis là que nous avons ce premier but. Oui. Et ensuite on a vu ce que nous avons vu. Bien sûr. Voilà, le championnat encore long. Nous, en tant que membres associés, je essaie de le réputer. Vraiment, il y a de quoi s'inquiéter, comme le disait le coach. Mais on croise les doigts, on croise les bras pour que vraiment l'Africa puisse remonter en première division l'année prochaine. Ça, c'est le souhait de tous les footballeurs et de tous les Ivoiriens pour qu'on puisse avoir de grands derbys vraiment à CEC Africa. D'accord, ok. Ouais. C'est bien noté. Ouais. Merci beaucoup, M. Ibo, pour votre participation. Merci beaucoup. Oui, coach Alain, je vous écoute. Non, mais moi, je pense que dans ce genre de match-là, c'est l'enjeu qui a pris le dessus sur le jeu. Pourquoi je le dis? Parce que dans les 15 premières minutes, l'Africa a essayé d'attaquer. Après, l'équipe de l'US Fermier a joué bas. En ce moment, qu'est-ce que l'Africa devait faire? C'est de prendre tout le temps de dérouler leur football. À 10 contre 11, si l'Africa continuait de faire tourner le ballon, je pense qu'il n'allait pas prendre ce but-là. Parce qu'à 10 contre 11, ils ont commencé à se précipiter, à sauter les lignes. Parce que le vrai problème à l'Africa, quand on saute les lignes, il faut avoir cet attaquant-là qui est capable de pouvoir garder le ballon devant
et permettre à ces milieux de terrain de venir l'aider. Ouais. Mais il n'y avait pas cet attaquant-là pendant la première mi-temps. Ouais, il jouait même sans un 9. Voilà. Du coup on est passé à une première mi-temps plat. C'était un problème de coaching alors? Un problème de coaching, ça je le dis. En deuxième mi-temps, quand l'équipe de l'Africain est revenue, tout de suite, ils ont commencé à acculer l'équipe de l'US Fermier. Non, il fallait dans un premier temps regarder dans quelle disposition tactique est l'US Fermier. Voilà une équipe qui a gardé ses 4 joueurs derrière, ses 4 gars au milieu, et ils ont mis un seul gars devant, qui est rapide. Donc qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont le ballon net, on utilise la profondeur et sa vitesse. Mais quand on joue à 4 contre 1 dans une défense, mais il faut vraiment user d'intelligence. Pourquoi on va jouer à 4 contre 1? Mais on peut changer automatiquement nos dispositions tactiques. On passe à 3 derrière, on passe à 5 au milieu, et puis on passe à 2 devant. Quand on passe à 5 au milieu, ça veut dire qu'on a un ballon offensivement, on a 5 gars qui sont devant le but. Quand on perd le ballon, on a 5 gars qui sont au milieu pour récupérer le ballon. Mais non, on est resté là en train de crier, attaquer les arbitres, crier sur les joueurs. Mais non. L'US Fermier, le gars de l'Est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son gars devant, si on te donne le ballon, vas-y jusqu'au bout. Ouais. Le premier but, l'Africain le prend comment? Sur hésitation. Sur une touche, vous êtes 5 contre 2. Les gars, ils marquent le but. OK. Ensuite, le deuxième but, sur une passe ratée qui devient une contre-attaque, tu as la possibilité de faire la faute au départ pour replacer, pour permettre à tes gars de te replacer. Tu devances le gars dans la course et tu fais un autogol. Un manque de confiance, manque de sérénité. Et puis après, derrière, on est mené 2-0. On est encore 30 minutes de jeu. Mais on a essayé de jouer notre football, on a eu un premier but. On a essayé de poser le ballon, on a raté 2-3 fois. Mais on a continué de balancer, sachant très bien qu'on n'a pas de grands derrière. Dieu merci, sur les nombreuses tombées du gardien de l'US Fermier, la défense est restée là. Tout attentiste, le ballon il arrive, Okubi met dedans. Ils auraient dû même prendre un 3e but dans les dernières secondes. Pourquoi? Parce que pour eux, le match il est fini. Non, il faut que les joueurs de l'Africa comprennent qu'il ne faudrait pas que l'enjeu prenne le dessus sur le jeu. Sinon, le pire peut arriver. D'accord. Oh, on a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Mais comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je suis monsieur Goboutani, le président de l'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, ravi de vous avoir sur le plateau et on vous écoute. Alors, on fait le débrief du match de l'Africa Sport face à l'US Fermier. On vous écoute. D'accord. Vraiment, merci. Pour une fois, j'ai réussi à vous avoir. J'étais le président des supporters du stade d'Abidjan. Oui. Et j'ai vu comment nous avons fait pour pouvoir battre l'Africa pour monter en première division. Et j'ai assisté un peu. L'Africa a un problème de, comment dirais-je, l'Africa n'arrive pas à gérer la pression. Parce qu'ils ont des joueurs qui sont là, mais quand il y a des matchs à pression, ils ont des difficultés. Et l'autre chose que je remarque encore, les supporters sont un peu trop exigeants. Là où nous sommes actuellement, l'Africa, moi je pense, nous avons vécu ça avec le stade d'Abidjan. On a plutôt fait de telle sorte que tous les supporters soient dans le même sens avec l'équipe. Mais les supporters demandent un peu trop. Et donc ça met une pression telle que les joueurs ont tellement envie de faire qu'ils font beaucoup d'erreurs. Je prends le cas de leur défenseur central, le Malien. Oui. Il a toujours des difficultés. Toujours, contre nous, avec le stade d'Abidjan, ce sont les mêmes qui n'arrivent pas à absorber la pression. Il faut que l'Africa, il faut que les dirigeants arrivent à assainir un peu l'atmosphère pour dire aux joueurs, c'est vrai que nous voulons monter, mais il faut qu'on prenne le temps vraiment de gagner les matchs sans pression, jouer calmement notre... J'étais au stade ce matin aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont commencé à dépasser les lignes. Dès que l'Africa a commencé, vu que l'équipe jouait en minorité, automatiquement, ils ont commencé à mettre la pression. Et ce que j'ai décrit jusqu'à aujourd'hui, l'Africa n'a pas d'attaquant. L'Africa n'a pas de tueur.
ce qui s'est passé l'année où le stade d'Abidjan les a battus, ce qui s'est passé avec Azur de Guiberois. Il faut que l'Africa arrive à poser son jeu et avoir des tueurs au devant des différents matchs. D'accord. Voilà un peu, voilà. C'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci. L'Africa qui n'arrive pas à gérer sa pression, la pression pendant les matchs, d'après l'appelant. Jean-Philippe. Mais je pense qu'il a tout dit pratiquement, parce qu'il a fait un très bon diagnostic. C'est le même que j'allais faire. 3 saisons, et l'Africa arrive toujours à se saborder dans la dernière ligne droite. C'est assez impressionnant. Lorsqu'on dit qu'il reste 6 matchs, 7 matchs, il y a des fois de chances que l'Africa monte au niveau de l'élite. On ne sait pas par quel miracle ou même par quel mécanisme extraordinaire les joueurs ont les jambes coupées, les dirigeants ont du mal à parler, tout le monde se retrouve autour de l'équipe à donner des instructions, l'entraîneur devient inaudible et on continue toujours dans ce même axe. Je suis étonné. C'est vrai, l'Africa n'a pas d'attaquant, comme il a dit, mais l'Africa arrive à marquer des buts. Ça veut dire que le système, quand même, permet au milieu de se projeter, aux ailiers de pénétrer dans la surface. Mais c'est à ce moment précis qu'il faut mettre une bulle autour des joueurs. Et je suis tellement d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut les apaiser. Il reste 7 matchs. Là, dès qu'ils sont revenus, qu'ils devaient croiser l'équipe d'Aboisseau et de Boisflé, on a senti déjà le premier stress. Le but qu'ils prennent à l'ultime instant de la rencontre, c'est un but de stress. L'équipe est sur une bonne dynamique. Elle presse, n'arrive pas à marquer. Mais si on n'arrive pas à gagner, on doit être capable quand même de préserver le résultat. Forcément gagner. À l'ultime instant, pouf, on prend ce but. On revient face à l'US Fermier. Une rencontre qui, normalement, ne devrait même pas poser de problème à l'Africa Sport d'Abidjan. Et à chaque fois, l'Africa, sauf face au stade d'Abidjan, se sabote face à des équipes qui n'ont plus rien à gagner ou à perdre dans ce championnat. Donc, j'estime que, dès ce soir, avant la rencontre face à l'ISCA, il faudrait qu'ils essaient de retirer la pression sur les épaules de ces garçons. Parce que le mode de l'Africain lui-même, il est assez lourd à porter. C'est un club qui est quand même assez emblématique, qui est au niveau de la Ligue 2. Ces garçons savent qu'ils ont, je dirais, l'histoire du club entre leurs mains. Il faut les apaiser pour qu'ils puissent jouer le football qui leur a permis d'être en tête de leur poule jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on attend en tout cas cette rencontre Africa-ISCA. Bon, messieurs, c'est la fin de la grande team de ce soir. On a eu donc 2 sujets pour l'actu. On a premièrement parlé de l'ASEC Mimosa. Donc, l'ASEC Mimosa est-elle arrivée à la fin d'un cycle? C'était non pour tout le monde. Et aussi, en deuxième partie de l'actu, on a parlé de l'Africa. On a même fait le débrief du match Africa Sport US Fermier qui vient à peine de s'achever sur les antennes de la 3. Voilà, on se retrouve demain en direct 20h30. Merci beaucoup, coach Koneyaya, dans le micro. Merci. Merci, coach Alain. Merci. Merci, Clément. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Et à très bientôt. À très bientôt. Oui, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Reposez-vous bien. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous, bien sûr. N'oubliez pas, faites toujours du sport.